cette interview me fait repenser avec émotion à ce jour de printemps 1993 où je suis arrivé à Tbilissi, premier ambassadeur de France à venir présenter ses lettres de créance, dans un pays que j'avais connu en fait 12 ans auparavant, quand j'étais attaché militaire adjoint à Moscou, que j'avais connu prospère et en paix, et que je retrouvais complètement dévasté et en guerre. C'est la Géorgie, à ce moment-là, sortait juste d'un épisode de guerre civile qui avait ensanglanté la capitale l'année d'avant. Elle faisait face simultanément à deux conflits sécessionnistes, l'un en Abkhazie, dans l'ouest du pays, l'autre en Ossétie du Sud, au nord du pays. Et elle allait, malheureusement, quelques mois après mon arrivée, connaître un second épisode de guerre civile encore plus sanglant que le premier, dans l'ouest du pays, dans les provinces d'Iméréthie et de Mingreli. À l'époque, cette ville de Tbilissi était submergée de réfugiés qui arrivaient par milliers des zones en guerre et surtout de l'Abkhazie que la Géorgie était sur le point de perdre. Et ces réfugiés s'accumulaient tant bien que mal et survivaient dans le seul grand hôtel de Tbilissi, l'hôtel Iveria, que j'avais connu 12 ans avant comme le plus bel hôtel du Caucase et qui ressemblait plus au moment de mon arrivée à la Cour des Miracles. La capitale était non seulement submergée de réfugiés, mais pratiquement coupée du reste du pays, les communications étant très difficiles. L'électricité et même l'eau potable y étaient fort rares. Et le couvre-feu plongeait tous les soirs la ville dans une situation de tension telle que les ponts sur la rivière Koura, qui réunissent les deux parties de la ville, étaient interdits par des blindés, coupant la ville en deux jusqu'au matin. Dans ce contexte-là, vous imaginez bien quelle pouvait être la situation économique. L'économie florissante du temps de l'URSS s'était effondrée au moment de la rupture des liens commerciaux, industriels et de production avec la Russie et les autres républiques de l'URSS. Et la guerre civile avait achevé de mettre à bas cette économie. Comment dirais-je, le pays qui était florissant, je l'ai dit, qui avait une agriculture exportatrice, manquait de tout. La capitale manquait de presque tout. Les seuls produits frais arrivaient de Turquie, alors que qui connaît la Géorgie jardin de cocagne et jardin du Caucase. Les provinces, les campagnes étaient dans une situation d'extrême dénuement parce que pillées par des hordes, des bandes armées et vivaient dans le plus extrême dénuement. Car la Géorgie de cette époque, à mon arrivée, c'était la Géorgie des seigneurs de la guerre, des parrains qui, sous prétexte et sous couvert de défense de la Géorgie, mélangeaient allègrement pour leur plus grand profit un soi-disant patriotisme avec un véritable grand banditisme. À tel point que le président Shevardnadze, pourtant ancien ministre des Affaires étrangères de la grande URSS, devait compter avec des bandits du genre de Djaba Yosseliani et de sa milice des chevaliers, Georges Karakashvili et sa milice dite des aigles blancs,
et les troupes, soi-disant soldats mais vrais bandits, d'un sulfureux ministre de la Défense, Tengiz Kitovani, qui n'en faisait qu'à sa tête. Voilà la Géorgie dans laquelle je suis arrivé en mai 1993. Disons qu'il a d'abord fallu ouvrir l'ambassade. Et ça, c'était une action à soi tout seul. Je veux dire que j'ai indiqué tout à l'heure que j'étais arrivé seul. Bon, c'était déjà étrange pour ouvrir une ambassade. Mais je suis arrivé non seulement seul, mais sans aucun budget autre que mon traitement. Et je dirais même sans véritable autre instruction que celle de faire de mon mieux en fonction de la situation que je trouverais pour inventer et mettre en œuvre la politique de la France qui devait être de soutenir le président Shevardnadze. C'était court, mais ça vaut moins le mérite d'être clair. Cette situation étrange était sans doute liée au fait que l'ouverture de cette ambassade, ainsi que de deux autres en Bosnie et en Macédoine, avait été décidée début 1993 par le gouvernement de Pierre Bérégovoy, avec Roland Dumas comme ministre. Et quelques mois après une alternance suite aux élections législatives, cette ouverture dans ces trois ambassades était plus ou moins remise en question par le nouveau gouvernement d'Édouard Balladur, avec le cabinet du ministre Alain Juppé, soucieux de faire des économies. Donc l'incertitude était non seulement à Tbilissi, mais elle était également à Paris. Dans ce contexte d'incertitude sur l'avenir, j'ai essayé, il faut parler de mes premières sections, de prouver le mouvement en marchant. C'est-à-dire en me rendant, malgré tout, en Géorgie, en remettant mes lettres de créance, et en y effectuant, pendant presque une année, des missions de 3 semaines, 1 mois, d'abord seul, puis avec un chiffreur, puis avec un garde de sécurité, jusqu'à ce que, je crois, fin 94 ou début 95, je puisse m'installer définitivement en résidence à Tbilissi, avec une équipe modeste, puisqu'elle se limitait à 2 gardes de sécurité également formés comme chiffreurs, et un agent de catégorie C polyvalent. Effectif que, Dieu merci, j'ai pu étoffer au cours des années à venir. Mais pour peut-être mieux donner à comprendre les conditions un peu rocambolesques de cette ouverture, permettez-moi de vous citer 3 petites anecdotes relatives aux locaux, aux communications et au budget de cette ambassade. S'agissant des locaux, j'ai tout d'abord installé l'ambassade dans le seul grand hôtel qui offrait quelques garanties de sécurité. Et encore, puisque 2 règlements de compte ont eu lieu dans le hall de cet hôtel. Toujours est-il que comme les Américains puis les Allemands, je m'étais installé là. La seule différence, que l'ambassade des États-Unis occupait tout un étage, que l'ambassade d'Allemagne occupait la moitié d'un étage, et que l'ambassade de France occupait 2 chambres. Celle de l'ambassadeur lui servait le jour de bureau et même de salle à manger pour recevoir ses invités. Celle du chiffreur, qui communiquait avec la mienne, servait à tout le reste, recevoir le public, stocker le matériel, y compris les communications qui étaient installées sur le balcon. S'agissant des communications, justement, pour maintenir la continuité de celle-ci quand il n'y avait pas d'électricité, nous disposions d'un tout petit groupe électrogène de puissance fort limitée qui nous laissait le choix soit d'alimenter 2 ampoules, ce qui permettait d'écrire les télégrammes, soit avec le téléphone chiffrant et la valise d'antenne satellite, de
communiqué ce projet de télégramme à Paris, mais sans ampoule, c'est-à-dire dans le noir. Enfin, et s'agissant du budget, alors là c'est un gag, mais il est tout à fait véridique. Il m'est arrivé de devoir, pendant plus de 3 mois, financer moi-même, sur mes propres deniers, le fonctionnement de l'ambassade, y compris loyer, salaires locaux, pour une raison que personne ne comprenait. Les dotations en dollars US, qui était la seule monnaie en circulation à l'époque, là-bas, ces dotations en dollars que le département m'envoyait ne parvenaient pas à Tbilissi. Et on a, Dieu merci, enfin découvert le pourquoi des choses, c'est que ces dollars étaient envoyés non pas à Tbilissi, mais à Atlanta, capitale de l'État américain de Géorgie. Ce qui vous montre quel était le degré de connaissance de la Géorgie dans les instances parisiennes à cette époque-là. Arrivé en 1993, la situation s'est un peu stabilisée en 1995, ce qui n'a pas empêché Shevardnadze de subir des attentats durant toute ma mission, y compris après 1995. Mais après 1995, il y eut des premières élections partiellement libres et le pays a quand même commencé à s'en sortir. Mais les plus forts souvenirs sont, je dirais, presque des souvenirs de guerre. Je pense en particulier à un atterrissage plus qu'acrobatique dans un petit avion militaire géorgien qui était en plus chargé d'obus de mortier de 120 mm. Quand j'avais décidé d'affirmer l'intégrité territoriale de la Géorgie et la défense de son indépendance, alors même que Soukoumi, la capitale de l'Abkhazie, était déjà encerclée par les indépendantistes abkhazes et les Tchétchènes qui les soutenaient, et donc inaccessible par voie terrestre. J'ai réussi, enfin le pilote a réussi à nous poser en évitant les missiles solaires qui étaient tirés contre nous. J'ai passé la journée là-bas et notamment à donner des interviews à la presse russe et à la télévision russe pour montrer que les Occidentaux, dont la France, n'admettaient pas ce qui se passait. Et c'est un souvenir très fort, d'autant plus fort que la personne qui m'a accueilli là-bas, quelques semaines après, quand la ville est tombée, a été écorchée vive par les indépendantistes. Les Caucasiens ne sont pas des tendres. Hein. Et ce souvenir est également très fort parce que il a bien fallu quitter Soukoumi encerclé. Et j'ai le souvenir de cette foule immense de femmes, d'enfants et même de soldats géorgiens en pleine débandade qui attendaient avec angoisse et impatience l'arrivée d'avions envoyés par Tbilissi pour les évacuer. Et dont d'ailleurs 2 de ces avions ont été abattus dans les jours qu'on suivit par les Abkhazes. Et les Russes ayant fourni aux Abkhazes le matériel nécessaire. Pour vous donner une autre idée de cette ambiance, j'ai le souvenir également de l'exode dramatique des habitants de Soukoumi et du reste de l'Abkhazie qui n'avaient pas pu fuir par voie aérienne et qui donc se sont échappés à pied par la montagne, par la haute vallée du Kodori. Et comme c'était fin septembre, octobre, se sont fait cueillir dans les hauts passages de Svaneti vers la Géorgie par les premières neiges.
Et donc, des milliers et des milliers de personnes se sont trouvées prises au piège dans ces hautes vallées. Et là, je voudrais rendre un hommage particulier au service d'action humanitaire du département de l'époque, qui m'a permis d'arriver quelques jours après avec un avion gros porteur Ilyushin 76 et 60 tonnes de vivres et d'eau minérale, que j'ai pu ensuite acheminer jusque dans la montagne grâce à des hélicoptères ukrainiens que l'Ukraine avait envoyés au secours de la Géorgie. Et hélicoptères qui nous permettaient donc de monter depuis le bord de la mer les rations et les distribuer en altitude et ramenaient les réfugiés en bas. Et c'est un souvenir terrible parce que c'était l'automne et la nature était d'une beauté sublime dans les couleurs, ce que les Canadiens appellent les couleurs, l'été indien, donc une nature rouge, orangée, jaune, or, et cette beauté contrastait avec la misère absolue de familles que l'on voyait arriver exténuées et qui parfois même portaient encore les corps des enfants ou des vieillards morts de froid ou d'épuisement en route. Donc, vous voyez, dès le début, c'est cette ambiance de guerre qui prévalait dans tout le pays. Pour autant, je n'ai pas, Dieu merci, que des souvenirs de cette sorte. Dieu merci. D'abord, on parlait du président Shevardnadze et de ses attentats tout à l'heure. Il a eu une baraka telle qu'il est sorti miraculeusement vivant de tous les attentats. Mais j'ai des souvenirs aussi, comment dirais-je, assez fabuleux des deux visites que j'ai pu organiser pour le président Shevardnadze à Paris, ce qui est rare pour un ambassadeur de pouvoir 2 fois organiser des visites. La première était assez symbolique parce que, comme je vous l'ai dit, Soukoumi est tombé fin 93 et le président Shevardnadze, à la fin, était encerclé sur place et décidé à s'y laisser mourir. Et le président français, le président Mitterrand à l'époque, avait fait savoir, et notamment aux Russes, qu'il invitait le président Shevardnadze à se rendre aussitôt qu'il le pourrait, dès lors qu'il sortirait vivant de la situation actuelle, en visite à Paris. Je ne sais pas si ce message seul a suffi, je ne pense pas. Mais les Russes ont fait le nécessaire pour que le président Shevardnadze soit évacué. Et tout début 1994, il était à Paris, chez le président Mitterrand. L'autre visite fut plus calme, elle fut à l'invitation du président Chirac, en 1996, si je ne me trompe. Et ce fut aussi un très grand moment pour lui, parce que le pays était sur la voie de la normalisation. La rencontre avec le président Chirac était très amicale, ils se connaissaient de longue date. Et moi, qui étais un ambassadeur, non pas énarque, mais saint-cyrien, j'ai eu la joie de pouvoir l'emmener visiter l'école spéciale militaire de Saint-Cyr à Couët-Quidan. Et surtout, vieux film d'archives à l'appui, de pouvoir lui retracer ce qu'il ne connaissait que intellectuellement, la superbe carrière du lieutenant-colonel de Légion étrangère, prince de Géorgie, Dimitri Amilakwari, grand héros de la France libre, qui est tombé à El Alamein juste après avoir été décoré en personne par le général de Gaulle
décoré en Libye pour s'être magnifiquement battu à Bir Hakeim. Donc cette visite a été pour le président Shevardnadze également je dirais un symbole fort de ce qui pouvait, à certains moments de l'histoire, avoir uni la France et la Géorgie. Un pas après l'autre, on a pu d'abord créer un embryon de service culturel, puis on a commencé à travailler sur les relations consulaires, puis sur les relations économiques, et de fil en aiguille, ce petit embryon d'ambassade avec 3 personnes s'était transformé à mon départ en une ambassade normale et même un petit peu mieux dotée qu'une petite ambassade. Donc, à cet égard, j'ai 2 motifs particuliers de fierté, je dirais. Un premier motif de fierté a été de pouvoir être l'un des principaux artisans avec notre collègue François Rivasso, qui était à l'époque sous-directeur pour les Nations Unies. La satisfaction d'avoir pu créer un groupe influent que nous avons appelé le groupe des Amis de la Géorgie, dans le but de fédérer les efforts des pays occidentaux, France, États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, mais en liaison avec la Russie, pour officiellement soutenir l'indépendance du pays et son intégrité territoriale, et aussi, comment dirais-je, plus officieusement, contrebalancer, autant que faire se pouvait, l'influence de la Russie qui, elle, soutenait les indépendantistes. Quand je dis d'ailleurs la Russie, il faudrait peut-être apporter des nuances entre ce que faisait Moscou et ce que faisait l'armée russe sur place. Il y avait parfois quelques distorsions. Et ce groupe a joué une influence réelle pendant plusieurs années. Et il travaillait en fait à 3 niveaux. Il m'a permis de prendre le relais de ce que j'avais essayé de faire seul durant les hostilités, et donc avec le soutien de mes collègues américains, allemands et anglais. Et nous avons pu maintenir un canal permanent d'information entre Tbilissi et le président géorgien, et régime de facto indépendant en Abkhazie. Et c'est ainsi que plusieurs fois j'ai fait des navettes entre le président géorgien et le soi-disant président Arzimba, et que j'ai à plusieurs reprises pu organiser des missions conjointes avec tous les ambassadeurs des pays du groupe en Abkhazie. Je me souviens d'ailleurs avec amusement de la première de ces missions où certains de mes collègues, peut-être moins allants que d'autres, avaient été un peu réticents, mais on les avait convaincus et nous étions partis dans notre colonne de voitures officielle vers l'ouest, la zone des contacts, puis l'Abkhazie. Et toute cette zone était à l'époque contrôlée par l'armée russe qui s'était interposée. Et donc, arrivé à la limite, à la zone limite, sur un fleuve qui s'appelle l'Inguri, l'armée russe s'est crue obligée de protéger le convoi et donc d'intercaler des blindés entre chacune des voitures des ambassadeurs. Et les 50 ou 100 derniers kilomètres ont eu lieu non seulement encadrés par ces blindés, mais survolés par permanence par des hélicoptères armés russes.
certains de mes collègues, après, demandaient dans quelle aventure je les avais emmenés. Je leur ai expliqué que, certes, la raison officielle était de nous protéger, mais qu'il fallait mieux comprendre cela comme une démonstration de l'armée russe pour nous montrer que la diplomatie, c'était une chose, mais que l'armée russe n'attendait pas de perdre le contrôle des événements. Et donc, non seulement nous avons travaillé sur place, nous avons travaillé à Genève, et à Genève, j'ai eu la joie, avec l'ambassadeur suisse Édouard Brunner, qui était à l'époque le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Boutros-Ghali, en Géorgie. Nous avons ouvert les premières négociations de paix entre Géorgiens et indépendantistes dès fin 1993, soit 2 mois à peine après la chute de Sukhumi, et alors que les 2 chefs de délégation de la première rencontre étaient de vrais bandits qui avaient vraiment beaucoup de sang sur les mains. Mais ces négociations ont bon an mal an duré au fil des années et ont permis pendant longtemps d'éviter la reprise des conflits. Et puis enfin, le 3e étage de la fusée, c'était New York, où ce groupe travaillait en associant donc les 4 occidentaux et la Russie sur des projets de résolution. Et donc ça nous avait permis un petit peu, je dirais, à la fois sur le terrain de contrôler et d'empêcher les initiatives inopinées des excités, qu'ils soient abkhazes ou géorgiens, et qui étaient tentés d'en redécoudre, et à New York, c'est un lapsus, à New York, d'associer Moscou à une politique qui était officiellement la sienne aux Nations Unies, mais pas la sienne sur le terrain. Et donc, on a pu associer ainsi la Russie à des votes communs pour créer une force d'observation des Nations Unies, pour renforcer celle-ci, et pour réaffirmer l'intégrité territoriale de la Géorgie. Vous voyez qu'on était loin de la situation actuelle, et c'est pour ça que je suis fier de cette réalisation-là, parce que je suis convaincu que si, après ces années de présidence française, le groupe avait continué à travailler en associant la Russie, plutôt qu'en se transformant dans une énième enceinte de confrontation, ce en quoi l'ont rapidement transformé les Américains, entre alliés occidentaux et Russie, peut-être que la Géorgie ne serait pas aujourd'hui amputée de ces 2 provinces comme elle l'est. Quant à mon deuxième motif de fierté, il est relatif à une émission de télévision de 2 heures que j'ai réussi à monter, je crois, fin 95, si ma mémoire est bonne, avec Antenne 2, où pendant 2 heures, à des heures de grande écoute, en première partie de soirée, nous avons pu avoir d'une part 1 heure de présentation de ce qu'était la Géorgie, histoire, géographie, avec un très beau reportage de Claude Sérillon qui a consacré un numéro spécial de son émission Géopolis, et qui a été suivi ensuite par 1 heure d'un numéro spécial d'Apostrophe, l'émission fétiche à l'époque de Bernard Pivot, qui en a réalisé que très peu à l'étranger, dont une en Géorgie. Émission fabuleuse dans un climat magique de connivence entre notre pivot national et des professeurs de géorgiens passionnés mais démunis de tout, de petits écoliers apprenant le français avec une naïveté et un culot incroyable, et des étudiantes gonflées à bloc
dans l'espoir un jour de venir en France. Et cette émission a eu un très grand retentissement, et surtout dans le climat que j'évoquais précédemment, où pour beaucoup de Parisiens, la Géorgie, c'était Atlanta. Et cette émission m'a permis, en fait, je dirais, de débloquer définitivement la situation quant au statut de l'ambassade. 15 jours après l'émission, j'avais la visite du ministre de la Francophonie, Madame Margie Sud. Quelque temps après, j'avais la visite du président du Sénat. Et moins de 6 mois après, j'avais à la fois la visite du ministre Hervé de Charette, le budget que je réclamais depuis des années et le renforcement de personnel que j'attendais. Et je pouvais donc dire que grâce à Pivot et à ses rayons, le pari était gagné. L'ambassade, ouverte quelque peu subrepticement en 1993, était définitivement établie.